Chers amis, eh bien le bonjour, bien dans cette suite de vidéos consacrée à la réalisation d'un jeu vidéo sous processing cette fois. Alors quel est le propos? Il y a quelques temps, j'avais réalisé deux suites de tutoriaux sur la réalisation d'un jeu vidéo qui est un paddle, un petit casse-brique, et Canyon, donc un petit avion qui se déplace dans un canyon, en processing, en utilisant l'environnement processing avec le langage de programmation Java. Et j'avais fait à cette occasion une petite bibliothèque, j'avais conçu une petite bibliothèque qui s'appelait EasyLib pour vous aider à utiliser un tel environnement. Alors depuis, j'ai retravaillé un peu cette bibliothèque EasyLib et je propose dans cette suite de vidéos de voir la nouvelle version et comment utiliser une telle bibliothèque sous environnement processing en Java. Donc comme à chaque fois, le projet sera disponible dans mon GitHub, l'adresse sera indiqué dans la description de cette vidéo. Donc comme à chaque fois, vous allez créer un répertoire. Dans ce répertoire, vous allez placer tous les fichiers qui correspondent à ma EasyLib en version 2. Ils sont tous easy underscore quelque chose. Donc voici tous les fichiers de ma petite bibliothèque. Donc vous allez les mettre à la racine de votre projet. Vous allez également créer un répertoire qui s'appelle Data, c'est très important pour la suite des événements, un répertoire Data où vous allez placer toutes vos ressources, à savoir les fonts de votre jeu, donc ici il y a deux fontes, les images que va avoir votre jeu, donc voici les images que va avoir mon petit paddle, entre autres la balle, le background et les briques ou les blocs. Un répertoire qui va contenir toutes vos musiques, soit du MP3, soit de l'OGG. Donc ici, j'ai placé deux musiques en MP3. Et bien sûr, un répertoire où il y aura les animations sonores, donc des sons d'explosion, de boom, etc. Donc voilà, vous allez comme à chaque fois, quand on fait des projets comme ça dans les jeux vidéo, on crée un répertoire dans votre disque dur, vous placez dans cette racine de répertoire tous mes fichiers qui correspondent à mes EasyLib, vous allez télécharger du GitHub, ensuite il y aura bien sûr les fichiers que vous allez créer en plus. Il faut créer un répertoire qui s'appelle Data, c'est très important. Processing va reconnaître ce répertoire Data. Dans ce répertoire Data, vous allez placer les données de votre jeu, donc les assets de votre jeu, les polices de caractères, donc les fonts, les images de votre jeu, les sons et les musiques. D'accord, c'est très important. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un petit paddle, on va faire un petit rappel du paddle et on va voir grosso modo de quoi est composée ma bibliothèque EasyLib en version 2. Alors quelque chose de très important, je ne l'ai pas dit mais c'est un peu évident. Je vous invite les amis, avant de visualiser cette seconde série de vidéos sur le processing, d'aller voir ma première série dans laquelle je vous explique l'environnement de processing, qu'est-ce que c'est quelle est la philosophie de processing, comment l'installer, qu'est-ce qu'une classe Java et comment créer une classe Java. Donc il y a des choses que je ne vais pas redire, je les ai déjà mis en œuvre dans la première série, donc je vous invite fortement les amis à aller voir et auditionner cette première série. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un petit casse-brique, une petite animation, très simple, donc on lance la petite animation. Donc vous avez une fenêtre de jeu qui apparaît devant vous. Alors quelque chose de très très important, dans les jeux vidéo, les repères X, Y sont un peu différents de ce que vous avez connu en mathématiques ou en physique. C'est-à-dire, le point 00 se situe en haut à gauche de votre écran. Le point 00 dans le repère XY, le repère 00, c'est le point en haut à gauche. Les X positifs vont de la gauche vers la droite, et les Y positifs, attention, vont du haut vers le bas. Attention, c'est un peu différent de ce que vous avez connu en mathématiques ou en physique. Donc je reprends, le point 00 se situe en haut à gauche, les X positifs de la gauche vers la droite, les Y positifs du haut vers le bas. Donc on a une fenêtre de jeu, et dans cette fenêtre de jeu, il y a des petits blocs ou des petits briques. On a également en bas de l'écran une raquette qu'on appelle le petit paddle, et ce paddle peut se mouvoir vers la gauche ou vers la droite. Par contre, il ne pourra pas dépasser la fenêtre, donc il faudra le bloquer soit à gauche, soit à droite par rapport à la fenêtre. D'accord ? Ce paddle possède une balle. Donc pour l'instant, la balle est verrouillée au paddle. Où est la balle ? Où est le paddle ? Où est le paddle ? Où est la balle ? Donc la balle va suivre le paddle. Et puis à un moment donné, vous allez appuyer sur une touche, par exemple la touche espace de votre clavier, vous allez libérer la balle va venir en contact avec les bords de l'écran, elle va rebondir sur ces bords d'écran, et elle va venir en contact également avec des blocs ou des briques. À chaque rencontre de la balle par rapport à un bloc, il y a destruction du bloc, ce bloc va disparaître et vous gagnez un point. Et puis la balle va rebondir sur ce bloc, donc ce bloc disparaît, d'accord ? La balle rebondit, elle va revenir en contact, mais si par malheur, la balle arrive en bas de l'écran, donc en gros si la raquette loupe la balle, donc si la balle touche le bas de l'écran, vous perdez un point de vie. On suppose qu'on part avec 3 points de vie. Donc si la balle vient en contact avec le bas de l'écran, malheureusement vous perdez un point de vie. De fait, si vous reste encore des points de vie, on remet la balle en mouvement par rapport à la raquette, on verrouille la balle sur la raquette et le système repart. Donc vous voyez, c'est un jeu
très simple. Le propos, c'est de maintenir la balle le plus possible en mouvement pour qu'elle vienne détruire les blocs ou les briques. Et quand une série de blocs ou de briques est détruite, il y a une nouvelle vague qui apparaît. D'accord les amis? Donc vous voyez, c'est très simple. C'est un jeu très simple à mettre en œuvre avec un gameplay très facile. Ça nous permet de facilement d'implémenter les classes Java et d'utiliser ma petite bibliothèque. D'accord? Alors, regardons un petit peu les entités. Dans ma petite bibliothèque EasyLib, en version 2, vous allez trouver un objet très important et très intéressant pour la suite des événements, qui est la entity. Donc, les gens qui ne savent pas ce que c'est qu'une classe en Java, là, vous êtes bloqués déjà, vous voyez. Donc, allez dans ma première série de vidéos, allez voir, je vous explique grosso modo ce que c'est qu'une classe et qu'un objet en Java. En tout cas, les amis, il faudra mettre en œuvre l'entity, qui est une classe disponible dans ma petite bibliothèque. Alors, qu'est-ce qu'une entité? En fait, c'est un sprite qui se déplace. D'accord? Donc, on va pouvoir définir dans l'objet entité, on va le construire comment? Vous allez spécifier dans votre entité 3 paramètres. La position X, la position Y et l'image de votre sprite. Donc, par exemple, ici, j'ai un petit avion que je veux mettre en œuvre dans ma fenêtre. Bah, cet avion, il va hériter de mon Easy Entity et je vais lui spécifier la position X. Attention, la position X, c'est le coin en haut à gauche de mon image. Et la position Y, c'est la position Y du point en haut à gauche. Donc c'est très important. Quand on positionne les images, ils sont positionnés en position par rapport au point en haut à gauche. Donc quand je veux construire un objet de type entity, je vais lui passer d'abord la position en X, je vais lui positionner la position en Y, et je vais lui passer en troisième argument l'image que je veux qu'il soit affiché à l'écran. C'est très important. Ensuite, le sprite, donc l'image, a 4 coins. Elle est une position top, une position left, une position bottom, une position right. Et bien sûr, une hauteur et une largeur. Et bien, grâce à ma petite entity, je vais pouvoir récupérer et positionner l'image où je veux. Par exemple, si je veux le côté gauche en fonction de X, il suffira d'appeler la méthode getLeft. Quand je veux positionner la position gauche de mon image, je ferai un setLeft. Donc get pour récupérer la position X à gauche, setLeft pour positionner le côté gauche. Je peux de même positionner le côté droit, le côté top, le côté bottom. Donc je peux positionner l'image en fonction des 4 coins. C'est très important. Je peux obtenir la hauteur et la largeur de mon image via mes méthodes. D'accord? Donc chaque image, chaque entité possède le left, le top, le right, le bottom. Je peux récupérer ça via les get, c'était getter. Je peux les positionner, je peux l'imposer une certaine position left, top, right, bottom via les set. Donc set left, set right, set top, set bottom. D'accord? Et la position est donnée par un vector processing qui est le p-vector. On lui spécifie le x, on lui spécifie le y. D'accord? C'est très important. Chaque entity possédera un rectangle de collision pour voir s'il y a contact entre une entité A et une entité B. Donc chaque entité possède un rectbounce, qui est le rectangle de collision. D'accord? C'est très important. Donc le rectangle de collision, c'est ce qu'on voit ici en gras. Mais il est probable qu'on n'ait pas forcément besoin de créer des objets avec des images. On peut créer par exemple des rectangles. Quand on fait un casse-brique, on pourrait tout à fait faire le jeu qui est avec des rectangles ou avec des carrés. Eh bien, quand vous donnez au constructeur EasyEntity les 4 paramètres suivants, eh bien, il sait qu'il doit construire un rectangle. C'est-à-dire, le constructeur s'attend à, vous voyez, donc ici, il s'attend que vous lui passiez la position X de votre rectangle, la position Y de votre rectangle, la largeur et la hauteur. Donc si vous passez un constructeur entité avec ces 4 paramètres, eh bien, il sait qu'il n'a pas l'image en troisième argument, il a un float, de fait, il va vous construire un rectangle. Il va le positionner AXN, il va le positionner à Y, il aura pour largeur ce que vous avez spécifié en largeur et hauteur. Ensuite, comment changer la couleur? Eh bien, vous avez une méthode qui s'appelle setColor et vous lui passez une fonction color en faisant color et mettant entre parenthèses le R, le G, le B et le alpha. Donc color, c'est une color de processing, c'est un objet processing, color. Il attend la couleur rouge, verte, bleue, donc de 0 à 255, et la couleur alpha, la transparence. Donc par exemple ici, si je veux faire un rectangle de couleur jaune, je mettrai un set color, et je mettrai entre parenthèses un objet color, entre parenthèses, 255 pour le rouge, 255 pour le vert, 0 pour le bleu. R, G, B et alpha, 255. De fait, mon entité, maintenant, c'est un rectangle de couleur jaune qui a la position XN, qui a la position YN, qui a pour largeur
celle que j'ai définie au-dessus, et à la hauteur, celle que j'ai donnée par le constructeur. Évidemment, cette entité possède également un rectangle de collision, qui est lui-même ce rectangle. Donc c'est très important. Donc soit on construit des entités via des images, d'accord, soit on crée des identités par des rectangles. Mais on n'a pas d'image. Ensuite, les identités, les objets, les sprites de votre jeu vont se déplacer. Et bien, chaque entity de ma bibliothèque possède un vecteur de velocity, donc de vitesse. Ce velocity, c'est également un p-vecteur de processing. Il possède un x, donc la vitesse en x, il possède un y, la vitesse en y. Donc vous stipulez la vitesse de votre entity par son velocity, d'accord? Soit x, soit y. Et il y a des méthodes qui vont vous permettre de positionner la vitesse soit x, la position soit en y, soit la vitesse en x et en y. C'est le setSpeeds, ou le setSpeedX, ou le setSpeedY. D'accord? Mais ça, on en parle un petit peu plus tard. En tout cas, sachez que mon sprite, mon entité, si vous préférez, mon caractère, mon personnage, possédera forcément une vitesse pour qu'il puisse bouger. Cette vitesse est donnée par un vecteur de processing qui s'appelle velocity, donné par x, donné par y. Et bien sûr, on pourra changer la vitesse en x, la vitesse en y, et on pourra même obtenir cette vitesse en x et cette vitesse en y. Pour voir qu'il y a collision, il y aura une méthode dans ma identité qui s'appelle isCollid. Donc chaque entité possède une méthode qui est capable de voir s'il y a collision entre elle-même et une target ou une autre entité. Imaginons, ici vous avez un petit plane, un petit pilar. Donc ces deux objets, ce sont des identités. D'accord? C'est entity. Eh bien, on peut détecter que si le plane est en contact avec le pilar. Comment? Eh bien, une méthode qui s'appelle isCollid qui renvoie un booléen, soit true, soit false. Exemple, ici dans cette méthode-là, il va me renvoyer false parce qu'il n'y a pas d'intersection, il n'y a pas de connexion entre le rectangle de collision de mon plane et le rectangle de collision de mon pilar. Donc là, ma méthode isCollid renvoie false. A contrario, ici, il y a collision entre le rectangle de collision donc du plane et le rectangle de collision du pilar. Votre méthode isCollid renverra true. Donc pour détecter les collisions, ma bibliothèque et entre autres l'objet entity possède une méthode qui s'appelle isCollid qui renvoie true si c'est le cas ou false si c'est pas le cas. D'accord? Il faudra également mettre peut-être des animations, alors peut-être pas dans le paddle, mais quand on fera le second projet que je vous proposerai, le Canyon en Processing version 2, eh bien il faudra mettre en place des animations, par exemple des animations d'explosion. Eh bien, dans ma classe, dans ma petite bibliothèque EasyLib, j'ai créé une petite classe qui s'appelle Easy Animation en version 2, et elle s'attend à quoi? Eh bien, elle s'attend à vous lui fournissiez dans le constructeur certains paramètres. Le premier paramètre, c'est la classe. En gros, vous avez compris que l'animation est représentée ici par un assemblage de petites images qu'on va jouer les unes derrière les autres. Donc on va prendre cette image-ci, et puis on va passer à l'image suivante, etc. Donc l'atlas, c'est l'ensemble de toutes ces images. Donc c'est une image qui contient encore de petites images. On a besoin de cet atlas. Donc vous allez fournir à mon objet animation l'objet PImage de atlas. Donc vous stipulez quelle est l'image de votre atlas. Vous lui spécifiez en argument numéro 2 la largeur et la hauteur de votre sprite unique. Ainsi, connaissant l'atlas et la largeur et hauteur de votre sprite unique, il est capable d'avoir combien d'objets il a en X, combien d'images il a en Y. Il est capable en gros, de connaître la matrice dont il a besoin. D'accord? Donc il sait qu'il y a tant d'images sur les axes X, tant d'images sur les axes Y. Ensuite, vous lui passez la durée de votre animation pour passer d'une image à l'autre et le looping. D'accord? Est-ce que vous voulez que l'animation soit jouée en boucle ou pas? Donc une petite animation. Donc ici, en gros, en lui passant l'atlas, ensuite, et en lui passant la durée, il sait combien de temps il va passer d'une image à l'autre, puis il va jouer cette image, puis il va afficher cette image, puis celle-ci, puis il va aller à la ligne. Il sait qu'il doit aller à la ligne parce qu'il sait combien d'images il a à sa disposition, etc., etc., etc. Donc on va pouvoir animer les sprites grâce à ma petite bibliothèque EasyLib en version 2. Maintenant, je vous invite à rentrer dans le code et de mettre en place le background. Eh bien, chers amis, ouvrons le projet sous Processing. Donc on ouvre ici Processing et vous allez avoir peur évidemment. Donc gardez votre sang-froid, on vous explique ça calmement. D'abord, commençons par les imports. Pour que votre projet fonctionne, on a besoin de 2 imports de Java et d'une bibliothèque. C'est-à-dire, par rapport au Java basique, on a besoin de choses un petit peu plus évoluées, d'accord, entre autres des containers ou des stacks. Donc on va demander à Java de nous importer ces outils. Comment fait-on? On fait un import java.util.star. On va récupérer tout ce que
tout ce qui contient utile dans notre projet pour ensuite piocher les outils dont on a besoin. Donc faites un import java.utile.star.virgule. On a besoin de mettre en place la bibliothèque minime pour mettre le son. Donc là, les amis, je vous renvoie à ma première série de vidéos sur Processing Paddle version 1. Comment installer une bibliothèque et comment installer la fameuse bibliothèque minime. En tout cas, ici, j'ai mes 2 imports qui ont été faits. Ça, c'est premier. Maintenant, il faut mettre en place des objets globaux. De quoi a-t-on besoin dans un jeu? Regardons bien. Dans un jeu, d'abord, il faut gérer le clavier. Donc, il faut déléguer la gestion de clavier à un objet. Ensuite, il y a les différents stages. Ce qu'on appelle un stage, c'est un écran de jeu. Quand vous rentrez dans un jeu, vous ne rentrez pas directement dans le jeu proprement dit. Vous passez par certains écrans. Et bien ces écrans, on va les appeler des stages. Par exemple, il y aura un écran d'introduction. Il y aura un écran dans lequel vous allez marquer votre nom. On pourrait mettre un écran qui présente les auteurs. Et puis l'écran proprement dit. Là, vous jouez. Et puis un écran de conclusion, etc. Donc il y a différents écrans. Ces écrans de jeu, on appelle des stages. Scènes en anglais. Donc il faut aussi un objet qui gère ces stages. Il faudra aussi un objet qui gère les ressources, les images, les sons, les polices de caractère et la musique de notre jeu. Eh bien, on va déléguer cette gestion à des objets spécifiques. Ces objets, bien sûr, ont été conçus, ils sont disponibles dans ma EasyLib, et on va créer les objets qu'on aura besoin. Et ces objets ont une particularité qui sont globaux. On ne va pas créer à chaque fois un objet, on va les créer une fois pour toutes ici, dans l'entrée du sketch, et puis on va utiliser ces objets dans tous mes stages. Il nous faut un objet pour gérer le clavier, un objet qui gère les stages, un objet qui gère les ressources, et un objet qui soit ensuite capable de mettre la musique en œuvre. D'où le propos de mes 4 objets que je crée ici. Donc je crée 4 références que sont Easy Input Manager, Easy Stage Manager, Easy Assets Manager, Easy Music Player. Prenons-les par l'ordre. Le premier objet que je crée ici, j'utilise un objet qui est dans la EasyLib qui s'appelle Easy_Input Manager. Et bien cet objet va s'occuper de la gestion de votre clavier. D'accord ? Il va savoir si c'est telle touche qui a été appuyée, si c'est telle touche qui a été relâchée. Donc la gestion du clavier est assurée par un objet qui s'appelle Input Manager. Je crée un objet global que j'appelle G Input Manager. Donc le G, comme à chaque fois, c'est peut dire global. Cet objet-là sera disponible dans tout mon projet. D'accord ? Et pour l'instant, adresse nulle. Ensuite, les amis, je vais avoir un objet qui va gérer les stages. J'appelle ça un Stage Manager. Dans ma bibliothèque, il y a un objet qui vaut Easy_Stage Manager. Il va gérer les stages. Je crée donc un objet global que j'appelle GStage Manager ici. Et pour l'instant, adresse nulle. Les ressources, les images, les sons, les polices de caractère, on ne va pas les gérer nous-mêmes. On va lui demander de gérer un objet qu'on appelle un Assets Manager. De même, je vais créer un objet global qui s'appelle GAssets Manager qui va être responsable de gérer les ressources, les images, les sons, les polices de caractère. D'accord ? Et pour mettre la musique dans notre jeu, on aura besoin d'un objet un peu particulier qui est dans la EasyLib qui s'appelle Easy_Music Player. Donc je ne dis pas le 2 à chaque fois, vous avez compris que la bibliothèque EasyLib est en version 2, c'est pour ça qu'on voit Easy 2. En tout cas, on a un objet Input Manager, on a un objet pour gérer les stages, qui est les Stage Manager, on a un objet pour gérer les assets, donc les ressources, l'Assets Manager, et on a un objet qu'on ne mettra pas tout de suite en œuvre, un objet qui est là, qui sera disponible pour mettre la musique de notre jeu. Ok, donc les 4 objets globaux, ils sont ici en référence. Ils ne sont pas encore construits, mais ils sont déjà en référence. Il va nous falloir aussi un objet minime pour mettre le son de notre jeu, donc celui qui va gérer les sons. Et on va créer un objet qui va être à l'origine de notre jeu. C'est un easy game. On va créer un jeu. Donc de fait, on va déléguer tout ça à un objet unique qui s'appelle easy_game. On l'appelle petit game avec un petit g. Nul. Donc dans un sketch processing, il y a 2 méthodes. Une méthode setup qui est appelée au démarrage et une méthode draw qui est appelée de façon infinie, à peu près à 60 images par seconde. Donc on va définir en tout premier lieu dans la méthode setup, eh bien on va définir dans 2 variables qui sont des constantes ici, parce qu'on met final. Donc en Java, lorsqu'on crée, quand on met le mot réservé final, on crée une constante de type entier, ce qui vaut la largeur de la fenêtre, c'est 700 pixels. Donc voilà, ma fenêtre de jeu aura une dimension de 700 pixels. D'accord ? Et la hauteur de ma fenêtre est de 500 pixels. Grâce à la méthode size, je crée cette fenêtre de jeu. De fait, quand je fais size 700-500, je crée une fenêtre
de jeu de 700 pixels en largeur, 500 pixels en hauteur. Et maintenant, je vais créer mes objets dont j'ai eu la référence au-dessus. C'est-à-dire, le premier objet que je vais créer, c'est l'objet qui va gérer le son. Donc l'objet minime. Donc je crée mon objet gminime. C'est un nouvel objet, donc un new minime, et il s'attend à ce que vous lui passiez la référence de votre projet, d'où le fameux 10. Pareil les amis, si vous êtes déjà perdu dans ce 10, il faut aller voir ma première série de vidéos où j'explique comment mettre en place l'objet minime. Donc je crée ici un objet global qui s'appelle gminime, qui est un new minime. Et on n'oublie pas de lui passer la référence, donc il a besoin de connaître la référence de votre projet, donc le fameux 10. Ensuite les amis, je vais créer mon Stage Manager. Comment ? Eh bien mon G Stage Manager, mon Global Stage Manager, donc mon objet global qui va gérer mes stages. Donc je vais pas m'amuser à gérer moi les stages. J'ai fait un objet qui va les gérer pour ma place. Je vais dire quel stage je veux, et lui ensuite va les afficher, il va les changer tout seul. Donc je crée un objet G Stage Manager qui est un objet global, égale new, easy underscore stage manager. C'est tout. Il attend que ça. Vous le construisez, il est déjà disponible. De même, on va construire un objet qui gère le clavier. Donc je vais créer un objet qui s'appelle GInputManager. C'est un new easy input manager avec un grand i. D'accord ? Et maintenant, il faut que je crée mon music player. Alors music player, comme c'est le son, il a besoin d'avoir une référence sur l'objet gminime. De fait, le G Music Player, donc l'objet qui va gérer le son de mes jeux, c'est un new, easy Music Player, et vous lui passez en référence le G minime. Hein, c'est du son, donc il a besoin de connaître la source sonore, la gestion de cette source sonore qui est déléguée au G minime. Donc vous lui passez en référence le G minime. Et enfin, le Asset Manager a également besoin de la ressource son. Donc pour créer l'Asset Manager, vous faites G Assets Manager, c'est un new Easy Assets Manager, et comme on va charger des sons, d'accord, dans nos ressources, il a besoin de cette G minime. Vous lui passez également le G minime. Donc l'objet global qu'on a créé au-dessus, d'accord, ici G minime égale new G minime. Voilà, on a créé nos objets. Eh bien, avant de lancer le jeu, on va charger les ressources dans l'objet qui est en charge de ces ressources, c'est alors l'Assets Manager. Dans mon répertoire ici, j'ai toutes les images ici. Eh bien, à chaque image dont j'ai besoin, je vais la précharger et la placer dans mon Asset Manager. De même, les sons qui sont ici, donc les animations sonores, les 3 sons que vous voyez devant, on va les prendre, on va les placer dans l'Asset Manager pour qu'ils soient ensuite disponibles. Donc on va gérer un objet particulier qui est un Asset Manager pour gérer les ressources. Et de même, les polices de caractères, les fonts, les 3 polices de caractères, eh bien on va les gérer dans l'Asset Manager. D'accord ? Donc regardons maintenant comment mettre en mémoire dans l'Asset Manager une image. En fait, c'est hyper simple. Vous dites Asset Manager, oui, put image, donc mets en mémoire une image dans tes ressources. Vous lui passez une étiquette pour qu'il puisse savoir où les chercher. Donc il va ranger vos images en mémoire et il va les récupérer par une étiquette. Et bien l'étiquette ici s'appelle background. Et vous lui stipulez en deuxième argument le chemin d'accès à partir de data. Donc il sait qu'il a data, et puis après il faut qu'il aille dans le répertoire image et qu'il prenne une image qui s'appelle background.jpg. Donc à la sortie de cette fonction, il y a maintenant dans votre Asset Manager, à l'étiquette, entre guillemets, à l'adresse background, une image de background. Je vais placer ensuite l'image du background pour le game over, je vais placer l'image de la ball dans une étiquette ball, je vais placer l'image du paddle dans une étiquette paddle, une image block blue dans le block blue, etc., etc. Donc je vais placer toutes les images dont j'ai besoin. D'accord ? Donc avant de lancer le jeu, on précharge les images dans l'Asset Manager. De même, on va placer aussi les ressources sonores dans le Asset Manager. Mais des ressources sonores au niveau animation sonore. On ne va pas gérer la musique en MP3 avec l'Asset Manager. La musique est streamée, elle est lue en continu. Les sons sont placés directement en mémoire. C'est pour ça qu'on passe par l'Asset Manager. L'Asset Manager, il sait gérer la mémoire, si vous préférez. Donc l'Asset Manager, put sound, maintenant on avait fait des put images, maintenant on va faire des put sound. On va placer des animations sonores. De même, vous lui stipulez l'étiquette qu'il y a besoin. Donc par exemple ici, explosion. Vous lui spécifiez en deuxième temps le chemin d'accès à partir de data. Donc il va aller dans data, puis il va aller dans le répertoire sounds, puis il va aller prendre explosion.wave. Et vous lui donnez la taille du buffer. D'accord ? Donc les amis, c'est pareil. Allez voir ma première vision du paddle version 1 pour comprendre cette buffer qui est ici. Donc en gros, c'est la taille du buffer.
Deuxième temps, je vais mettre dans l'Asset Manager encore un son, Spawn. C'est un son qui est disponible à partir de Data, puis dans le répertoire Sounds, et enfin Spawn.wave, taille du buffer 256. Et enfin, je mets un troisième son, c'est le Bump, donc Put Sound Bump, va dans Data, puis dans Sounds, et appelle le fichier Bump.wave, taille du buffer 256. Donc vous voyez, j'ai mis des images dans mon Asset Manager, maintenant je mets des sons dans mon Asset Manager. Et bon, dans mon Asset Manager, maintenant je vais créer des polices de caractères, pour que je vais ensuite utiliser pour mettre du texte. Donc je vais mettre dans mon Asset Manager, eh bien je vais mettre des fontes. D'accord? Donc je vais créer des polices de caractères. Alors comment créer une police de caractères? Dans votre ressource, vous avez actuellement 2 polices de caractères. Vous pouvez mettre d'autres polices, il n'y a pas de souci. Il faut aller sur Internet, récupérer des polices de type TTF. D'accord, c'est très important. Des polices de type TTF. Vous placez vos fichiers dans ce répertoire fonts. Ensuite, on peut créer des polices de caractères qu'on utilisera ensuite. Exemple. Imaginons que je veuille à un moment écrire un texte avec une police de 60 pixels en utilisant la fonte Brick. Eh bien, je vais mettre dans l'Asset Manager, je vais faire un put font avec un grand F, je vais lui donner une étiquette, brick_60, vous lui donnez le chemin d'accès pour cette police de caractère à partir de data. Donc vous lui dites va dans data, puis va dans le répertoire fonts, et après dans fonts, tu vas avoir un répertoire qui s'appelle fonts, et tu vas avoir un fichier qui s'appelle brick.ttf. Donc tu vas construire une police de caractère de 60 pixels, vous lui spécifiez en troisième argument la taille de votre police. De fait, dans brick_60, j'ai une police de caractère de type brick de police de caractère et de taille 60. Donc je vais faire aussi une brique de type 30, une brique de type 20 et un free de prix 30. Donc je précharge les différentes polices de caractères que je vais utiliser par la suite. D'accord, dans mes labels. Mais ça, on le verra un petit peu plus tard. Donc en tout cas, important, dans mon Asset Manager ici, j'ai mis quoi? J'ai mis mes ressources d'images en mettant des étiquettes. Bien sûr, il faudra ensuite appeler la ressource par son étiquette. D'accord, donc pensez à bien mémoriser l'étiquette. J'ai mis ici des sons, des animations sonores, en mettant des put sound, et j'ai mis aussi des put font. J'ai créé une police de caractère en stipulant quelle police de caractère utiliser et quelle taille de mes caractères. Donc ici, 60 pixels par exemple. Et maintenant, on va placer les premiers stages. Donc on va dire au Stage Manager, et le manager de stage, et le GStage Manager, fait un Add Stage, met en place un premier stage. Et bien le premier stage qu'on va mettre en place, c'est le Game Stage. D'accord? Donc on va dire, hey, Stage Manager, charge en mémoire, fait un Add Stage. Et quel stage? Ben, le premier stage qu'on va construire un peu plus tard, qui s'appelle le Game Stage. Donc en général, dans un jeu, il y aura au moins 3 stages. Introduction du stage, le Game Stage et le Conclude Stage, ou le Game Over Stage. Le Game Stage attend 2 paramètres fondamentaux, qui est la largeur de votre fenêtre et la hauteur de votre fenêtre. Donc vous stipulez dans les arguments du Game Stage la largeur de votre fenêtre et la hauteur de fenêtre que vous avez conçue juste au-dessus. Vous avez ici 2 constantes qui possèdent largeur et hauteur de la fenêtre. Et voilà, vous avez ici chargé votre premier stage. Votre game, maintenant, il faut le créer. Donc actuellement, je ne crée que mes Assets Manager. D'accord? Et mon Stage Manager. Je vais créer maintenant mon game. Donc je vais créer un objet de type Easy Game qui s'appelle Petit Game, donc petit G, et il s'attend à 2 choses. Il s'attend à ce que vous passiez la référence du Stage Manager et du G Input Manager. Donc, il s'attend à 2 choses dans le game. Il faut lui passer le Stage Manager. Ainsi, ayant cette référence du Stage Manager, il sait quoi afficher à l'écran et quel stage afficher à l'écran. Et le Input Manager, il en a besoin parce que c'est lui qui va s'occuper de cette gestion du clavier. C'est lui qui va remettre à 0 s'il y a besoin. Donc votre game a besoin de 2 objets Stage Manager et du Input Manager. Et ensuite, pour lancer le jeu, c'est très simple. Vous faites game.start. C'est-à-dire que le Stage Manager va afficher les résultats déjà à l'écran. Donc vous faites 2 choses. D'abord, vous créez votre game. Vous faites game égale un new easy game. Il s'attend à ce que vous passiez la référence du manager, du Stage Manager et du Input Manager. Donc l'un pour gérer les stages, le second pour gérer le clavier. Ainsi, le game va gérer tout ça en interne. Et pour lancer le jeu, vous faites game.start. Il y a un moment écrit game.start. De fait, il y a un écran qui va apparaître. Et là, on lance le jeu. Maintenant, il faut que le jeu soit en boucle. Dans la méthode draw de processing qui est appelée en boucle, il suffit de faire game.action. Donc on fait un game.start pour lancer le jeu, et on fait un game.action pour être dans le jeu, dans l'action du jeu.
D'accord? Ensuite, vous vous souvenez, il y a deux méthodes que sont le keyPressed et keyRelease que nous fournit Processing. Donc à chaque fois que vous appuyez sur une touche, donc la méthode keyPress, eh bien on va donner à notre GInputManager une information sur l'état de cette touche. On dit GInputManager, set keyboardPress, ça c'est une méthode qui est contenue dans le GInputManager, et vous le stipulez en argument le keycode. Ainsi, il va ensuite pouvoir savoir quelle est la touche qui a été appuyée. De même, Processing nous fournit une méthode qui s'appelle la keyReleased. Chaque fois que vous relâchez une touche, il rentre dans cette méthode keyRelease. On va informer le Input Manager qu'un set keyboard release a été actionné et vous lui passez le keycode. D'accord? Donc on va utiliser les deux méthodes keyPress, keyRelease pour mettre à jour notre GInput Manager. Ok les amis? Allez, je résume pour que ce soit bien clair dans votre tête. Tout d'abord, il faut faire des imports. On a besoin d'importer le java.etude.star et on a besoin d'importer la bibliothèque qu'on a installée dans Processing pour gérer le son. On a besoin de 4 objets que sont des managers entre guillemets. Le premier objet c'est un input manager pour gérer le clavier. Le second input c'est un stage manager pour gérer les différents écrans de votre jeu. Le Asset Manager, on en a besoin pour gérer les ressources, les images, le son, les polices de caractère. Et pour jouer le son de notre jeu, on aura besoin d'un Music Player. Donc je crée ici des références de mes futurs objets qui sont globaux. Ils seront disponibles dans toute la bibliothèque. On crée bien sûr un objet minime pour ensuite gérer le son. Et un objet Game qui lui est le cœur du projet. C'est lui le jeu. C'est lui qui est l'objet qui va être transféré de lancer mon jeu. Donc voilà. Dans le setup, on va définir de ce qu'on a besoin. En fait, on va précharger nos ressources et créer nos objets globaux. On donne la taille et en largeur et hauteur de notre fenêtre. On crée ces fenêtres faisant size. On le passe 700 pixels en largeur, 500 pixels en hauteur. Donc vous créez une fenêtre de 700 par 500. On crée un objet son. C'est le premier qu'on crée. Donc on fait un G minime. C'est un objet global, d'où le petit g. C'est un new minime. Et on attend... Il s'attend à ce que vous lui passiez une référence de votre projet. Il y a le this. N'oubliez pas le this, sinon ça ne marchera pas. Et on va créer tous nos managers. Donc je crée un G-Stage Manager, je crée un G-Input Manager, je crée un Music Player. Alors le Music Player, c'est un peu spécieux. Il a besoin d'avoir une référence du G-Minime. C'est la ressource qui gère le son, donc il a besoin de cette ressource-là. L'Asset Manager, il va peut-être mettre des sons aussi en place, donc il a besoin de cette référence, mais G-Minime. En tout cas, on crée un G-Asset Manager, c'est un New, Easy Assets Manager, on lui passe la référence du G-Minime. Et maintenant, je vais charger mes images vers des put images. On crée ceci dans les Asset Manager. On n'oublie pas de mettre une petite étiquette et de bien stipuler le chemin à partir des data. Donc, ne mettez pas data. Hein. Data est sous-entendu, c'est data. Et puis, vous lui passez le répertoire images et vous allez prendre l'image qui s'appelle background.g. Et on fait ça pour les images, on fait ça pour les sons et on fait ça pour les fontes. Alors, les polices de caractère, les fontes, c'est un peu spécial. On va précharger dans l'Asset Manager la police de caractère en stipulant la taille dont on aura besoin et la police dont on aura besoin. On crée le premier stage qu'on place dans le Stage Manager en faisant G-Stage Manager, Add Stage. Donc voilà, charge le premier stage. C'est un Game Stage, on va le créer juste après. Vous lui passez la largeur, vous lui passez la hauteur de votre fenêtre. Vous lancez et vous créez le jeu comment? On crée un jeu en faisant Game, petit g, c'est un New Easy Game avec un grand G, et le Easy Game attend deux choses fondamentales. Il attend d'avoir en référence le Stage Manager, que vous avez créé au-dessus, et le Input Manager, le Stage Manager pour qu'il sache quoi afficher à l'écran, quel stage doit être affiché, quelle scène doit être affichée, et le Input Manager, c'est lui qui va gérer le clavier, donc il a besoin de cette gestion de clavier de Input Manager. Et vous lancez le jeu en faisant game.start. Maintenant, il faut rafraîchir les choses à l'écran. Il faut donc appeler la méthode draw de processing. Eh bien, il suffit de faire dans la méthode draw de processing, d'appeler mon objet game, avec un petit g, point action. Donc action, on est dans l'action du jeu si vous préférez. Et on va utiliser les deux méthodes que fournit Processing de le keyPress et le keyRelease pour mettre à jour mon GInput Manager en appelant la méthode cKeyboardPressed ou bien le cKeyboardRelease et il s'attend à avoir le keycode pour savoir est-ce que là c'est la touche celle-ci qui a été appuyée, est-ce que c'est cette touche-ci qui a été relâchée. Eh bien je vous invite à créer notre premier objet Processing en version 2, le background. Eh bien, je vous propose de créer notre premier objet Java, ici, qui est le background. Donc, l'objet background aura pour fonction d'afficher tout simplement l'image de fond. Donc, vous allez ici, à la fin, dans le tab, vous faites un New Tab, et vous donnez pour nom background, avec un grand B. D'accord? Parce que les objets Java, en général, on met des grandes lettres. Donc, background. Donc, on crée une classe
Donc classe, vous donnez un nom, background, n'oubliez pas les colibracies ouvertes et fermées. Et de quoi a besoin la classe background? Tout simplement d'une image. Donc on va créer de façon interne un private. On va créer une variable de type pimage. On va l'appeler img underscore bg. Donc image background. Et pour l'instant, adresse nulle. On va le construire cet objet background. Donc dans le constructeur ici, on lui passe aucun argument. Par contre, dans la construction, on va définir ce que c'est que le img underscore bg. Alors comment obtenir l'image? Eh bien grâce à l'asset manager. Donc le G Asset Manager, c'est un objet qui gère les assets. On va lui demander à G Assets Manager get image. On avait fait des put images pour placer l'image. On va en faire un get image. Et on lui donne pour l'étiquette qui a été mémorisée, c'est le background. De fait, dans l'img underscore bg, j'ai maintenant une variable de type pimage de processing qui contient l'image de fond. J'ai une méthode qui s'appelle render qui a pour fonction d'afficher cette image. Donc pour sous-processing, pour afficher une image, vous appelez la méthode image, vous lui passez votre image, elle s'appelle img underscore bg, et la position x et la position y. Donc x ici vaudra 0, c'est le coin en haut à gauche, et la position y c'est 0. Donc grâce à mon objet background, à chaque fois que je fais background et que je fais la méthode render de background, eh bien de fait, j'affiche l'image du background. Tout simplement. Mettons en place notre premier stage, notre game stage. Et bien maintenant, créons notre premier stage qu'on appelle le game stage. Donc comme précédemment, vous venez ici, vous faites un new tab et vous donnez pour nom game stage. Donc attention, le game stage a une particularité, c'est qu'il va hériter d'un objet qui est contenu dans mon EasyLib, qui est le EasyStage. Donc le game stage est un stage. Donc on dit classe, vous donnez le nom GameStage, hérite, donc extends en Java, de la easy2 underscore stage. Le game stage est un stage. Donc pour rappel, dans les stages, il y a quelques méthodes fondamentales. Donc le constructeur, évidemment, on va construire un game stage, mais pensez que lorsqu'on construit un game stage, il faut aussi construire un stage. Donc on construit un game stage, mais on construit également un easy stage. D'accord? Donc allez voir ma première série de vidéos, ceci est mieux expliqué peut-être. Donc je vais un peu vite là. Quelles sont les méthodes nécessaires? Eh bien on a une méthode qui sera appelée, qui s'appelle onEnter. Donc après la construction du game stage, on va rentrer dans une méthode qui s'appelle onEnter. Donc en général dans cette méthode, on met la musique en place. Quand on va sortir notre stage pour aller dans un autre stage, on va appeler une méthode qui s'appelle onExit. Eh bien en général, on va arrêter la musique actuelle, mais on peut en faire autre chose, d'accord? On a une méthode qui s'appelle update, qui est appelée à chaque frame. D'accord? Donc cette méthode update est appelée à chaque frame et elle reçoit en argument le dt. dt, c'est la période de frame. Pour passer d'un frame à l'autre, il y a un certain temps qui s'écoule, c'est la période du frame. Par exemple, si vous êtes un jeu à 60 images par seconde, eh bien le dt, c'est 1 divisé par 60. En seconde, bien sûr. Si vous avez un jeu à 30 FPS, donc un jeu de 30 images par seconde, eh bien le dt c'est 1 divisé par 30. Donc on reçoit en dt le temps qui passe, donc la période de rafraîchissement de votre jeu, donc la période entre frames si vous préférez. Et une méthode de render qui est là pour afficher les choses à l'écran. D'accord les amis? Donc je reprends. Quand vous allez construire un stage, il y a bien sûr la construction du stage, donc le constructeur. Pensez que lorsqu'on construit un stage, il faut aussi construire un easy stage si vous préférez, donc la méthode super, on revient après. Une méthode hunter qui est appelée juste ensuite, donc on rentre dans une méthode hunter. Ensuite on va appeler de façon successive update render, update render, update render. D'accord? Et quand on sort du stage, on va passer par une méthode onExit. Donc on a le construction, on rentre dans l'hunter, et après on fait de façon cyclique update render, ainsi de suite. Et quand vous finissez, c'est onExit qui est appelé. D'accord? Donc construisons notre stage. Donc notre stage, il va avoir besoin d'appeler le background parce qu'ils vont mettre de l'image. Donc on va créer de façon interne au game stage une variable de type background qui est de type private. On l'appelle BG, tout simplement, comme background. Pour l'instant, adresse nulle. On va construire notre easy stage en faisant super. Donc quand je fais super, j'appelle le constructeur de easy stage. Donc je reçois un argument à la largeur et la hauteur de ma fenêtre dans le game stage. Et bien ces deux arguments, je vais les passer dans la construction du easy stage. Et donc tous les stages auront par définition un screen width, un screen wide. Donc ils auront largeur, hauteur de leur fenêtre. Donc dans la construction, vous recevez la largeur et la hauteur de votre fenêtre, vous la repassez à la construction du stage en faisant super, vous lui passez la largeur de la fenêtre et la hauteur de la fenêtre. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite les amis? Eh bien on va construire notre background. Donc BG,
donc la variable qui est de type background, qui est de type privé, qui appartient à GameStage, c'est un new background, tout simplement. Et bien là, ici, le mécanisme s'est mis en place, donc vous avez mémorisé l'image qui avait contenu l'asset manager. Que faut-il faire pour afficher l'image? Donc dans onHunter, il n'y a rien à faire. D'accord. Dans le onExit, il n'y a rien à faire. On reviendra sur les méthodes onHunter, onExit. Si vous n'avez pas bien compris ça, on en reviendra un peu plus tard dans les tutos. Donc pour l'instant, oubliez onHunter, exit. Dans le update, l'image de fond, c'est une image statique, elle ne bouge pas, donc il n'y a rien à faire dans le update. Par contre, il faut l'afficher. Donc je vais appeler dans la méthode render, qui est appelée à chaque frame. Je fais bg, mon objet qui contient mon background, point render, pour afficher cette image. Et comme dans le sketch d'entrée ici, dans le game stage, dans le stage manager, j'ai fait add stage, game stage et nanana. Donc c'est-à-dire que quand je vais lancer mon jeu, il va appeler le game stage. Le game stage va créer à demeure un background. Ce background, on va faire des renders. D'accord, ça se fait automatiquement grâce au stage manager et grâce au game. Eh bien, il faut que j'ai maintenant un écran de 700 par 500 pixels avec une image de fond de mon jeu. Lançons la chose. Donc on vient ici, on fait Run. Il apparaît une fenêtre de 700 par 500 avec une image de fond. D'accord les amis? Bien. Merci pour votre écoute et la prochaine fois, on va mettre en place le paddle. À très bientôt.